Bonjour à tous, Simon Vesperini. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer. En fait, quand j'ai rencontré Raphaël Carteni, il a 27 ans, j'ai compris pourquoi à 27 ans j'étais pauvre. Merci Raphaël. Trash. Et aussi, il a bougé un petit peu mes positions. Par le passé, vous me connaissez, moi c'est l'immobilier. Pour moi, rien ne bat l'investissement dans l'immobilier. Pour Raphaël, il a osé me soutenir le contraire. Donc on n'avait pas le choix, il fallait qu'on s'affronte. Et je l'ai amené aujourd'hui sur mon canapé, de façon à, si vous restez jusqu'à la fin, vous vous en rendrez compte, vraiment qui est-ce qui gagne. Est-ce qu'il vaut mieux que vous placiez votre argent dans la bourse ou dans l'immobilier? Aujourd'hui, tout le monde veut placer son argent. C'est la mode du moment, les gens disent j'ai besoin d'investir, il faut que je sorte mes liquidités de mes comptes, j'ai besoin d'investir. Donc restez jusqu'à la fin et vous aurez la réponse. Est-ce qu'il faut aller vers l'immobilier ou est-ce qu'il faut aller vers la bourse? Vous connaissez mon point de vue, vous connaissez le sien. Qui va Let gagner? the battle begin. C'est parti. Raphaël, pour commencer, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Mais Bon, je ne sais pas, mais avec plaisir. En tout cas, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Je m'appelle Raphaël Carteni, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur et investisseur depuis maintenant 7 ans. Je suis expatrié en Estonie et voilà, j'investis dans l'immobilier, dans la bourse. Et aujourd'hui, on va s'affronter dans d'autres choses également, crypto-monnaie, start-up. Et j'ai un business sur Internet, pour faire simple, efficace. à 27 ans, je me bourrais la gueule dans les bars. Bon, moi aussi un petit peu. On va commencer par la barrière à l'entrée. Ouais. Sur quel secteur il est le plus facile de rentrer selon vos disponibilités, votre capital, vos fonds? Bon, je crois que ça commence mal pour toi là. Quoique. Disons que en immobilier, on a l'avantage de pouvoir emprunter C'est ça. la somme que l'on va investir. Donc même avec un petit pécule, on peut aller à la banque et on va pouvoir acheter quelque chose. Dans la majorité des cas. C'est ça. Tout le monde est normalement finançable pour acheter au moins un petit studio, un petit T2. Tout à fait. Tout à fait, mais ça demande quand même, et là je prêche contre ma paroisse, ça demande d'aller à la banque, de monter un dossier de prêt, C'est ça. peut-être d'avoir des refus, de devoir recommencer. Bah, c'est ça en fait. Le problème c'est que l'immobilier on peut emprunter, alors que la bourse c'est que sur fonds propres, c'est la grande différence. Mais la bourse ça reste quand même beaucoup plus simple que l'immobilier. L'immobilier il faut aller chercher le bien, il faut le financer, il faut monter un dossier, trouver des locataires, faire les travaux, alors que la bourse, en 10 minutes si tu veux, on est propriétaire d'actions d'entreprise. Tout à fait. Et même si des gens pourraient imaginer que pour rentrer en bourse, il te faut déjà un certain capital, Ouais. en vérité, tu peux rentrer avec 500 euros. Ouais, même 100 euros, Même 100 même 50. Le prix d'une action, ça peut valoir 10 euros, 15 euros. Acheter une action, donc un morceau d'entreprise, pour 10 euros, des fois même moins, facile. Ok, j'admets ma défaite. Sur ce point. Mais c'est vrai que, bon voilà, quelqu'un qui veut faire de l'immobilier et de la bourse, dans 10 minutes on peut être propriétaire d'une action d'entreprise, dans 10 minutes on peut pas être propriétaire d'un bien immobilier. C'est clair, la barrière à l'entrée, elle est beaucoup plus basse pour rentrer en bourse. Ouais. Mais l'avantage c'est l'effet de levier en immobilier qui est quand même pas, on peut pas le nier. C'est-à-dire que la bourse, t'as pas d'argent, tu peux pas le faire. L'immobilier, si t'as pas d'argent, tu peux quand même investir avec 0 euros, comme on dit. Tu peux rentrer avec 0 euros. Tu peux rentrer avec 0 euros, mais en bourse, tu peux rentrer avec 100 euros. Mais 100 ou 0. Là c'est le 0 qui gagne. Celui qui n'a pas 100 euros, il ne Ouais, peut pas rentrer. c'est ça. Ouais. Mais voilà, il peut rentrer nulle part en fait. Donc, Exactement, c'est je ça. suis navré pour lui, au demeurant. On va passer à la question du rendement. Le second point, donc le rendement. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Où est-ce que votre argent va le plus travailler, le mieux travailler, vous apporter les meilleurs résultats? C'est pas si facile d'y répondre. Non, vraiment pas. Parce qu'il y a tout type de produits en fait, aussi bien en bourse qu'en immobilier. Je pense que tu es très bien placé pour le savoir. On peut très bien aller chercher du 3%, mais aussi du 20%. Ça dépend de l'opération qu'on fait. Tu peux faire du bon et du vraiment pas bon dans les deux cas. Ouais. De base, le type qui connaît pas grand chose en immobilier, je pense qu'aujourd'hui le français moyen, il place mal en immobilier. Il place à 4, 5 brut. Dans la conjoncture actuelle, où beaucoup de gens veulent investir, ils investissent, j'en vois placer à 3% brut. Donc ça joue pas en ma faveur. Après, quand moi je place en immobilier, je place pas en dessous de 12-13. Mais parce que je suis aguerri, j'ai l'habitude.
Effectivement, le kidam qui se dit je vais placer un immobilier et tirer un rendement, s'il achète un truc tout fait, tout prêt, C'est ça. il se dit voilà, je vais acheter le notaire, je mets 120 000 euros, Il n'y aura pas de magie. non, il y aura un rendement franchement pas magique, pas reluisant, non. C'est vrai qu'il faut aussi différencier pas mal en fait la stratégie d'approche. Est-ce que tu cherches la rentabilité ou le patrimonial? C'est vrai que si tu achètes en plein Paris ou si tu achètes, on va dire, un peu plus excentré ou dans des villes un peu moins cotées, tu n'auras pas forcément la même approche et la même rentabilité, mais c'est pas forcément pour autant que c'est moins bien. Parce qu'un peu comme en bourse, tu vas acheter des Ça, c'est entreprises clair. très très solides qui vont te proposer du 2% de rendement en dividende. C'est pas pour autant qu'elles sont pas bien, elles sont très solides. Tout comme tu peux aller vers plus spéculatif, 10%, ça existe, 15% même. Par contre, la pérennité de ton dividende, il est un petit peu mis en danger. S'il y a un problème économique ou même comme on avait avec le coronavirus, ces entreprises-là sont plus à même d'être fragilisées dans l'immédiat. C'est... J'ai quand même le sentiment, et je vais encore pas prêcher pour ma paroisse, Ouais, mais que pour celui qui y comprend rien, ouais, qui va la fleur au fusil, ouais, s'il y va la fleur au fusil dans l'immobilier en se disant tiens j'achète un T2, je le mets en location, il va pas tirer un super rendement. La même démarche en bourse, il faut qu'il comprenne un minimum. Il est susceptible de tirer un meilleur rendement sans avoir besoin d'aller dégoter le bien, sans avoir C'est ça. besoin d'aller le négocier. Et d'autant plus qu'en immobilier, il y a un potentiel d'erreur assez monstre qu'on peut faire dans un achat. En Dire bourse que- aussi. En Bah, bourse Je aussi. suis un peu moins d'accord. En bourse, c'est écrit clairement le prix de l'action, le rendement. Si on sait que c'est une entreprise très connue et très solide, il y a peu de chances que ça évolue dans un sens très très délicat. Alors qu'un bien immobilier, il suffit que tu aies visité en pensant acheter un truc dans l'état et que tu te rends compte qu'en termes de travaux, finalement, il y a une grosse galère, que ça te coûte 15 000 euros parce qu'il y a une toiture que tu n'avais pas su analyser ou bien regarder, ou parce que, tu vois ce que je veux dire, ça peut vite, même des astuces qu'on ne connaît pas sur le financement, les notaires, quelqu'un qui arrive et qui ne sait rien du tout, il perd de l'argent partout en fait, sur la négociation à l'achat, sur les frais de notaire, parce qu'il n'a pas retiré les frais d'argent sur le mobilier, sur les travaux parce qu'il ne s'est pas chiffré, tu vois, la fiscalité, Pourtant, les gens ont plus peur de la bourse que de l'immobilier. c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Ouais. Parce que dans l'esprit des Français, je pense que l'immobilier, c'est le placement par excellence. C'est là, on peut le toucher, on peut toucher les murs. Les Là, on a Français, la clé. ils aiment l'immobilier, ouais, clairement. Je pense que la bourse, pour beaucoup de gens, et peut-être que les gens pourront nous le confirmer dans les commentaires, en fait, ils comprennent pas ce que c'est. Ils se rendent pas compte que c'est un endroit d'échange d'actions, donc de parts d'entreprise, de morceaux d'entreprise qu'on s'échange. Pour beaucoup de gens, c'est un peu un casino, tu sais. On arrive, on met 50 balles sur le rouge, sur telle entreprise, j'espère que ça monte. Ils comprennent pas cette idée aussi patrimoniale de construction. Je pense que la majorité des gens, et moi je l'ai d'autant plus compris à ton contact, je pense qu'ils voient la bourse comme un pari en fait. Ils le Ouais. voient sous un angle spéculatif. Exact. Et beaucoup moins sous un angle d'investissement à long terme. C'est ça. Alors qu'ils voient en général l'immobilier comme de l'investissement à long terme. Voilà sans doute la raison pour laquelle un leur paraît risqué et l'autre non. Parce qu'en fait c'est la manière dont ils l'abordent, c'est pas la C'est ça. nature du jeu. Ouais, c'est vrai que l'immobilier est plus bon père de famille, comme on dirait, alors que la bourse peut tout autant l'être en fait. On a l'impression que la bourse, c'est un peu pour les excités du jeu, les accros à l'adrénaline, entre guillemets. On met, ça monte, ça descend, ça change tout le temps, chaque seconde. Alors que le prix du mètre carré, voilà, ça change pas chaque seconde. En bourse, c'est chaque Non. seconde, chaque 15 secondes pour être précis. Mais finalement, on peut avoir des stratégies de bon père de famille en bourse, où on fait du patrimonial, on va dans des entreprises bien établies avec des bons bilans comptables et on les garde 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on tirera sans s'embêter, c'est moi qui te donne le point. On tirera sans s'embêter, en tout cas en s'embêtant moins qu'à devoir chercher la super affaire Ouais. en immobilier, faire des rénovations, négocier le prix avec des vendeurs qui des fois veulent juste pas. Un rendement plus intéressant en général. Je pense. Mais ça s'explique aussi par le fait que une entreprise est plus productrice de valeur qu'un bien immobilier finalement. Une entreprise, ça va créer des produits, des services. C'est plus logique, il y a plus de rentabilité parce qu'il y a plus de production de valeur. Alors qu'un bien immobilier, bon, ok, ça produit de la valeur en logeant des gens, c'est beaucoup plus fixe, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup moins. Je sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas. Je suis d'accord avec ça, après ça dépend de l'entreprise, mais effectivement, celui qui connaît rien, Ouais, normalement, il va pas se lancer sur une entreprise où il sait pas trop, il va se balancer sur des blue chips, sur Coca-Cola, sur C'est ça. McDonald's. le mastodonte. Il sait où il va, il sait où est placé son argent, et le mastodonte, il va pas se casser la figure. Pas du jour au lendemain, même pas sur une décennie. Non. Donc, effectivement, je pense que en termes de rendement, si on n'y comprend rien, hein, on va tirer des meilleurs rendements sur les marchés financiers, sur un placement à long terme. Après, celui qui place bien, il placera bien en bourse, il placera bien en immobilier, C'est ça. il tirera des rendements, à mon sens, comparables. En fait, comparable sur ce que ça va produire, donc les loyers, les dividendes. Par contre, si tu regardes en termes d'évolution de la valeur de l'action, du prix du mètre carré, sur 200 ans, les études le montrent, la bourse gagne. C'est-à-dire que sur tous les actifs confondus,
Le S&P 500, je parle aux États-Unis, bat tout, c'est-à-dire les obligations, l'immobilier, l'or, le cash, bien évidemment, tout ce que tu veux, tout le reste, Bien même évidemment. tout. La bourse sur du long terme. Ouais, La bourse sur du long terme bat l'immobilier. Si on place ne serait-ce qu'avec un peu de bon sens. c'est ça, exactement. Ok, c'est bon, 2-0. j'arrête. Prenons le point de la volatilité du marché et donc du risque pour l'investisseur. Aïe, 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 aïe. Là t'es mal, Ah, je suis pas dans une bonne là t'es situation. mal. Non. Mais c'est intéressant comme sujet aussi. Bah, de par la nature des marchés, la vitesse de transaction, le volume de transaction, sur une ville, sur un marché immobilier donné, on ne peut pas échanger des milliers de biens tous les jours. C'est pas possible, Non. ne serait-ce que par la durée du processus. Donc, les prix de l'immobilier, aussi parce que les gens habitent dedans, ils ne peuvent pas vendre facilement, ils ne peuvent pas s'en débarrasser comme ça du jour au lendemain. Les prix de l'immobilier évoluent certes, mais ils évoluent très 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 lentement. C'est un marché qui est très peu volatile. Donc, et on sait aussi que si on regarde la courbe d'évolution de n'importe quel marché immobilier, mis à part dans des cas où le pays est parti en faillite, bon, mais si on parle de Ouais, chez nous, bien sûr. on le prend sur 100 ans, on le prend sur 50 ans, les prix sont en augmentation constante, puisqu'on a une inflation constante. Celui qui achète un bien, il ne peut pas perdre de l'argent sur du long terme. S'il le vend dans 20 ans, dans 30 ans, à moins qu'il y ait eu un cataclysme entre-temps, Tchernobyl, par exemple. Tchernobyl, voilà. Mais sinon, il ne perdra pas d'argent. Et même Ouais. s'il a un rendement pourri pendant 30 ans, il ne perdra pas d'argent, il en gagnera forcément à la revente. Donc, la volatilité, le risque, Ouais. la chance pour que ton appart disparaisse, Oui, ou qui valent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois moins. et puis Un même peu s'il probable. venait à disparaître parce que l'immeuble explose, il serait assuré. Donc, Oui, 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 oui. Tu es encore propriétaire de la terre finalement. L'immobilier, c'est vrai que c'est au-delà de ce qui est construit dessus, tu achètes surtout en fait du terrain quand on y réfléchit. ouais. Ton terrain, qui a un immeuble dessus, une maison, tu en fais ce que tu veux. Mais c'est surtout le terrain qui compte et ça disparaîtra pas. Ça disparaîtra jamais. Ouais. Donc, en termes de risque, ton action, elle peut en prendre plein la gueule. Bah oui, c'est vrai qu'en fait, une entreprise, ça vit, ça respire, il y a des événements quasi quotidiens dans la vie d'une entreprise. Un produit sur une chaîne de un problème sur une chaîne de distribution, sur une logistique, sur un PDG, Une sur pandémie, une pandémie, tout ce que tu veux. Pour qu'un bien immobilier dans une ville ne vale plus rien, pour que la ville entière ne vale plus rien en termes d'immobilier, il faut qu'il y ait un cataclysme, quelque chose de brutal, une guerre, Tchernobyl, enfin on a vu des trucs vraiment qui ouais. font que ton mètre carré devient quelque chose qui ne vaut plus rien, mais ça évoluera pas de 10, 20, 30% en une journée comme ça peut être possible en bourse finalement. Ouais. Donc, le facteur risque C'est toi qui gagne. me fait Là, c'est apporter toi un qui gagne. point. Mon premier point, il était Après, temps. est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? C'est juste Bah, en termes de confort, on va dire. les gens, Nelson Mandela disait que vos décisions soient régies par vos rêves et non par vos peurs. Malheureusement, en pratique, c'est l'inverse qui se produit dans l'écrasante Ouais, majorité des ouais, cas. ouais. Les gens, quand il s'agit de leur argent, ce qui va driver leurs décisions, c'est la peur de le C'est perdre. ça, c'est ça. Dans ce cas-là, on comprend pourquoi ils se tournent plus facilement vers l'immobilier, parce que cette volatilité bien moindre fait qu'ils se sentent moins mis en danger. C'est vrai que le cerveau, ça c'est des études qui le montrent, ouais, est toujours plus impacté par la peur de perdre que la peur de gagner. Si on lui dit tu vas pas gagner ça, il s'en fout. Par contre, si on lui dit tu vas perdre ça, là ça commence à le travailler et il est pas bien. Donc c'est. J'ai gagné mon point, J'ai yes, gagné. mon premier point. Ok, quatrième point, celui de la flexibilité. Quand vous avez placé votre argent dans un domaine ou dans l'autre, bien, qu'est-ce qu'il vous faut comme temps, comme effort, comme Ouais. démarche pour récupérer du cash et Ah. vous projeter sur autre chose si demain vous avez besoin de liquidité. Et j'aime pas ce point. Il me plaît pas. En tout cas, si on parle de la France, oui, là tu perds. Si on parle de la France, vendre un bien immobilier, même si tu as une offre demain matin, Ouais. tu auras l'argent sur ton compte, dans le meilleur des cas, dans 3 mois, et encore Ouais. c'est rarissime. 2 mois s'il n'y a pas de crédit, Même, dans le meilleur des cas. je vais encore tirer sur les notaires, je suis désolé, j'ai une famille de notaires, je peux me permettre. Le temps que le notaire rédige le compromis, Oui. le temps qu'une date soit décidée, il va se passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. J'ai connu bien pire, hein. Mais Ah bon, oui, c'est la folie. ad minima, ton compromis, même s'il n'y a pas d'emprunt, il va durer 2 mois. C'est ça, grand minimum 2 mois. Tu te projettes sur 3 mois minimum. C'est ça.
Mais en réalité, en pratique, beaucoup plus sur 5, 6. On a connu pire, mais Peut-être toujours voilà. des cas. Ouais. Bon, là on crache sur la France, même dans d'autres pays, la finalité serait la même, c'est-à-dire qu'il y a des pays où en une semaine tu peux terminer un acte de vente, il n'y a pas de souci, c'est pas pour autant que c'est le Far West. Hein. Les gens vont peut-être se dire, oui, mais si c'est une semaine, c'est que c'est le Far West. On justifie les 3 mois en France comme étant parce que c'est sérieux, il faut purger plein de choses. Non, c'est pas pour autant que. Enfin, moi je pense ça que c'est Moi, bien. je pense que c'est parce qu'on a un système qui Voilà, est que dépassé. dépassé et surcompliqué, que l'on surcomplique sans arrêt. Exactement. Pour montrer que on s'y intéresse, tiens, on te sort une nouvelle loi et de nouvelles mesures et une nouvelle étape dans le process C'est énorme. que l'on rajoute Ouais. à la précédente. On C'est ça. n'allège jamais, on n'a jamais allégé le processus de transaction. Une On chose n'a qui jamais sert à fait rien. que l'alourdir. Ah ouais, c'est clair. Un jour en Estonie où je suis expatrié, on peut acheter ou vendre un bien immobilier en une semaine. Et l'Estonie, c'est pas le Far West, c'est des gens très réglo. Il y a le cadastre, t'es bien propriétaire, t'as les notaires, les avocats qui te rédigent tes actes. Enfin, c'est sérieux. Et ça prend une semaine, même 4 jours, 5 jours si tout se passe bien. Donc c'est quand même. Les 3 mois ne sont pas justifiés en France. Mais même si on était en Estonie, ton bien, rien ne dit que tu vas le vendre en une journée. C'est ça. Donc si aujourd'hui, tu as 50 000 Ouais. placés d'un côté ou d'un autre, On peut immobilier les ou bourse, récupérer. que tu veux les récupérer parce que tu as une super opportunité, là tu as un truc à acheter, Ouais. et Et ben, je gagne. bah, tu remportes le point. Et moi je gagne, ouais. Parce que c'est vrai que la bourse finalement c'est un échange d'offres et de demandes et c'est tellement liquide, il y a tellement de capitalisation, il y a tellement de mouvements de capitaux tous les jours que bah, si tu veux récupérer tout de suite, tu récupères tout de suite. Tu récupères de suite en Immédiatement. quelques minutes. Ah ouais, il y aura quelqu'un en face qui sera prêt à t'acheter les actions. Alors il faut faire ça sur les heures d'ouverture, entre 15h30 et 22h30, heure française pour l'S&P 500 ou pour le CAC 40 en journée normale, on va dire. Et ça arrive tous les jours, mis à part le week-end. C'est ça. Donc voilà, la bourse gagne en termes de flexibilité, c'est certain. On peut acheter et vendre facilement. 3-1. Ok, le 5e point va parler de la possibilité d'utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire de produire plus de richesse avec un investissement initial moindre. Et là Je perds. Hein. clairement, Ouais. Enfin, bah, c'est-à-dire qu'en immobilier, même si je fais pas une super affaire, Ouais. j'achète demain. Alors, je vais prendre des prix lambda selon où vous vivez, ça sera pas les bons, mais le raisonnement restera le même. Demain, je mets 20 000 euros, voilà, parce que je les ai. Je pourrais ne pas les mettre, mais bon, je les ai. Je mets 20 000 euros. Je vais à la banque, j'emprunte 100 000. J'achète un T2 dans le neuf. Il est prêt, j'ai rien à faire dedans. Je l'achète et je le mets en location. Tous les mois, grosso modo, j'ai fait un placement pourri. Hein. Je ne me suis pas embêté, j'ai fait un placement pourri. Mais grosso modo, tous les mois, mon locataire va payer le prêt. Au bout de 20 ans, j'en suis propriétaire. Je suis propriétaire d'un bien qui ne vaut pas 120 000 euros dans 20 ans. Dans 20 ans, on ne connaît pas l'avenir, mais il vaut plus cher. Il vaut peut-être 200 000. Et effectivement, j'ai mis 20 000, et dans 20 ans, bah, j'ai un patrimoine de 200 000. Donc c'est ça l'effet levier. J'ai utilisé le levier bancaire c'est ça. pour créer de la richesse, quelque part sans travailler, parce que tout ce que j'ai fait, c'est gérer un locataire quand il s'en va, un autre quand il revient. Bon, j'ai pas travaillé dans le sens où je peux aller au bureau tous les matins pour créer cette richesse. C'est grâce à l'effet de levier que mon patrimoine a pris en valeur. En bourse, ben on l'a juste pas, ça. Bah non, parce que, enfin, on l'a, mais c'est beaucoup plus dangereux et risqué. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, on investit uniquement sur la base de ses fonds propres. Donc si on n'a pas d'argent, on ne peut pas investir en bourse. Par contre, on a un outil magique que notre courtier peut nous proposer. Donc l'effet de levier, Intéressant. où il te dit, si tu as 100 euros à investir, moi je peux t'en proposer x10 et tu as 1000 euros maintenant à investir. Donc si les cours montent, bah, c'est magnifique. Tu as multiplié par 10 tes résultats potentiels sur ton capital. C'est beau, tout est beau, on est content. Par contre, on l'a vu tout à l'heure aussi, il y a de la volatilité en bourse. Si ça descend, et ben là, tu perds de l'argent que tu n'avais déjà pas, x10. Donc là, ce qu'on appelle, c'est ton courtier te dit salut, je t'ai pas oublié, il faut tout de suite que tu réalimentes ton compte en capitaux, sinon, bah, terminé quoi. Et tu nous dois quand même l'argent. Donc c'est très risqué, très dangereux. Donc c'est un jeu où on peut gagner beaucoup et un jeu où on peut aussi beaucoup perdre. Il y a beaucoup de gens qui s'endettent, qui perdent de l'argent comme ça et qui sont ruinés. Donc moi je déconseille souvent et tout le temps même, j'en fais pas. L'effet de levier, il faut investir ce qu'on a. Encore une fois. En immobilier, ça peut pas t'arriver parce que même si demain, pour une raison X ou Y, bah, ton bien, tu n'arrives plus à le louer, je vois pas comment tu n'arriverais plus. Il est toujours là et tu peux toujours le revendre. Sa valeur n'aura pas changé dans des proportions qui peuvent être Tout à fait. celles de la bourse. Donc là tu gagnes. Second point pour moi. Ça nous fait donc 3-2. Le 6e point,
Et c'est la clé de voûte de beaucoup d'investisseurs. On investit pour devenir libre, pour devenir indépendant financièrement. À plus ou moins long terme, mais c'est l'objectif. En tout cas, moi, c'est mon objectif d'investisseur. Je pense que Raph, Bien sûr. tu vas pas me contredire là-dessus, Non, non. pour une fois. C'est un point Donc, délicat en plus là. La rapidité pour devenir indépendant financièrement. Si l'on va vers l'immobilier ou plutôt vers la bourse. Et on n'est pas d'accord. Hein. On n'est pas d'accord et je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez. Ouais. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, vraiment à partager avec nous ce que vous pensez là-dessus, parce que clairement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais te laisser commencer, Raph, tiens. Merci à toi. Amuse-toi bien. Pas de souci. Moi, je pense qu'il faut mettre une dualité, c'est-à-dire que aussi bien dans l'immobilier et en bourse, il y a deux approches. Il y a celle où tu vas récupérer des loyers ou des dividendes, et puis il y a celle de l'achat-revente, où tu dégages une plus-value immédiate. On va partir du principe que tu n'as pas beaucoup d'argent. Parce que Pas c'est beaucoup. sûr que si Ok. tu as des centaines de milliers d'euros devant toi, tu vas devenir indépendant financièrement rapidement si tu n'es Bien pas trop sûr. mauvais. Bah, dans ce À cas-là, partir que tu pars avec ton petit salaire, quoi. pour moi, c'est l'immobilier qui est le gagnant. C'est-à-dire que avec un salaire normal, on peut aller à la banque, faire l'effet de levier, comme on l'a dit à l'instant, investir dans un bon produit, par exemple un immeuble de rapport qui te dégage, si tu fais les choses bien, avec de la rénovation et de la création de valeur, etc. Pourquoi pas 1000, 1200 de cash flow tout de suite. Et c'est déjà un très bon début. Et on ne parle pas d'immeubles à 1,5 million, on peut parler d'immeubles à 100 000, 200 000, 300 000 euros. Moi, Avec j'irais 4 ou même 5 plus lots. loin. C'est que en immobilier, on peut avoir une approche spéculative comme en bourse. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire de l'achat-revente. Ouais. On peut très bien aller à la banque, emprunter de l'argent que l'on n'a pas, acheter un bien en mauvais état, le rénover, le revendre, faire une plus-value. Cette plus-value, la réinjecter. Clairement. C'est plus rapide et plus stable. Parce qu'il est évident qu'en bourse, tu peux très bien faire du x500, du x1000, te trouver avec un capital, à ce moment-là, l'investir toujours en bourse, récupérer tes dividendes. Mais c'est plus périlleux. Et puis on parle de trading là, donc quand même une compétence qui s'improvise pas, qui s'apprend, qui demande d'y passer ses journées. On est loin de la définition de liberté qu'on vient de défendre à l'instant pour devenir indépendant financièrement justement. Là, on s'est créé un nouveau métier. Celui de trader, il faut analyser sans cesse, En analyse immobilier technique. aussi, hein, on se crée le métier de marchand de biens. Oui, là tu le professionnalises jusqu'au bout, mais je pense que pour quelqu'un qui a un travail et qui veut faire l'immobilier, c'est possible. Donc, il faut trouver le Tout à temps, fait. on fait les visites le soir, on va au financement le samedi matin, à la banque, etc. Alors que la bourse, si tu n'es pas tous les jours sur les heures d'ouverture, que tu n'analyses pas les courbes, tu passes pas tes ordres quand c'est ouvert. C'est pas, si tu es boulanger, tu dis pas j'arrête la production de pain pour aller passer mon ordre en bourse. Tu vois. C'est C'est- clair. pas C'est possible. clair, non. Pour devenir indépendant financièrement, pour devenir libre, parce que c'est ça que ça veut dire, c'est être libre de vivre où on veut, comme on veut, d'être la personne qu'on a envie d'être aussi. Ouais. Pas forcément l'employé, pas forcément le serveur, pas forcément le cuistot, mais celui que l'on a envie d'être. L'immobilier, pour une grande majorité d'entre nous, c'est le chemin à privilégier, je pense. Que ce soit en investissement sur du long terme, en récupérant des loyers, avec l'effet de levier que l'on évoquait avant, ou en faisant de l'achat-revente pour générer un capital en cash à réinvestir. Surtout dans un marché aussi tel qu'on a en ce moment, commencer par un achat-revente, dégager 50 000 ou 100 000 euros de plus-value pour ensuite en servir en apport sur l'immeuble. Il faut savoir le faire, bien évidemment. Mais je pense que c'est plus accessible, en tout cas, un chemin à privilégier pour devenir indépendant financièrement que la bourse. Que la bourse, on a parlé de trading, on a vu que c'était une compétence à apprendre et qui est vraiment pas facile. Il y en a beaucoup qui se brûlent les ailes. Encore une fois, si on regarde les études de l'AMF, la majorité des gens sont perdants. On n'a pas l'impression sur Internet. On a l'impression que tout le monde gagne en trading, que c'est facile, la Lamborghini, les voyages. Mais on ne montre pas tous ceux qui perdent. Et c'est la majorité, c'est 95-97% des gens qui se brûlent les ailes. Il y a beaucoup d'argent qui est perdu comme ça. Et même si on parle de l'approche dividende, encore une fois, même 100 000 euros à 6%, ça te fait 6 000 euros par an. On ne parle pas de fiscalité ni de charge. 6 000 euros par an, 500 euros par mois. 500 euros par mois par tranche de 100 000. Donc sur fonds propres, encore une fois, les 100 000. Donc non, pas possible. Et faire un emprunt pour investir en bourse, déconseillé. Impossible. Enfin, possible, mais... Il est fair play, hein. Il est fair play parce qu'il me donne le point. Bah, il faut dire les choses quand elles sont là. Pour le coup, moi, je suis de ton côté. C'est l'immobilier, parce que... Et nous arrivons là à égalité. 3-3, j'étais mal parti, mais... tu remontes. Je m'accroche. La remontada. Je me tiens encore. À présent, le point que l'on n'aime pas, la fiscalité. La fameuse. Bon là... Si vous nous suivez, théoriquement vous habitez en France. Vous habitez dans l'un des pays les plus taxés au monde. C'est-à-dire qu'un pays officiellement communiste, la Chine par exemple, il paye bien moins d'impôts que vous. Donc la question de la fiscalité, elle est importante pour un investisseur, pour n'importe qui génère de l'argent d'ailleurs, puisque... C'est extrêmement important.
et une partie qui va passer dans la fiscalité. En immobilier, alors vous allez me dire, oui, on a la taxe foncière, vous allez me dire, on a les charges de copro, c'est pas exactement de la fiscalité, mais bon, c'est des frais fixes qui tombent, on a tendance à les englober là-dedans, même si effectivement, c'est pas vraiment des impôts, mais... Par contre, il est vrai que l'investisseur qui sait investir, bien, il sait défiscaliser, il sait amortir sa fiscalité en défiscalisant par le biais des emprunts, des intérêts, des travaux. Tu parles pas de la loi Pinel? Non, parce que c'est pourri. Non, c'est parce que sincèrement, je pense que investir en Pinel, ça revient à quand tu comprends rien en bourse, que tu investis sur le plan d'épargne que te propose ta banque. Voilà, c'est l'équivalent. C'est une bonne comparaison, ça, exact. C'est l'investissement immobilier des gens qui ne savent pas du tout investir en immobilier, qui ne veulent pas s'y intéresser et qui n'ont pas vraiment envie de gagner de l'argent. Bon, on est d'accord là-dessus. C'est un plan de défisque, ouais, mais à mon sens, vous gagnerez plus à ne pas en bénéficier. Voilà. Exact, ouais. En termes de bourse, être français, investir en bourse, c'est pas sympa. Hein. Pourquoi? Si t'es pas dans le cadre du PEA... Ah, ouais. PEA, tiens, parle-nous du PEA. Le PEA, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le plan d'épargne en action. Donc c'est un produit purement réservé aux Français, qui a été développé par les législateurs français et qui a pour ambition en fait d'inciter les Français à investir dans les entreprises françaises et quelques-unes européennes en échange d'impositions, on va dire, très douces, puisque au bout de 5 ans, on est à 0%, sauf bien évidemment la CSG, CRDS qui, elle, ne change pas, reste là tout le temps. Mais l'idée, c'est que tout ce qui se passe au sein de ton PEA, ne sera pas imposé. Donc tu peux faire des allers-retours, achats, reventes, encaisser tes dividendes sans être imposé. C'est seulement si tu veux sortir l'argent de ton PEA que tu déclenches l'imposition. Et après 5 ans, l'imposition n'est que de la CSG, CRDS, entre guillemets. Donc 17,5, 18, 19, ça fait que monter, je ne sais plus. Oui, ça fait que monter. Mais donc c'est un produit qui est sympa parce qu'avec le compte titre, le produit international le plus connu pour investir sur tout ce que tu veux, là en France, on va être sur la PFU, c'est ça, le PFU, 30%. Où tu peux choisir le PFU, où tu peux choisir d'être imposé sur ton IR à toi. Donc c'est un calcul à faire, est-ce que tu es plus taxé ou pas en fonction de ta TMI, ta tranche marginale d'imposition, les TMI, les PFU, tout ça, ça devient compliqué. Donc voilà, c'est un calcul. Tu restes quand même dans le cadre principalement des entreprises françaises du CAC 40, et sachant que on a envie d'investir sur les boîtes américaines, on n'a pas envie de se limiter aux boîtes françaises. Et même dans ce cas-là, quand tu es à 17, 17,5, 18, tu équivaut un petit peu à ce que tu vas payer en immobilier. Donc je pense que sur ce point-là, la fiscalité est toujours, au jour d'aujourd'hui, mais vous avez vu qu'il y a eu des changements récemment sur le statut de l'LMNP, on a vu que la fiscalité a augmenté sur les LMP. Ça évolue, la fiscalité va en augmentant, y compris sur l'immobilier, mais à ce stade, on a quand même toujours un avantage en immobilier parce que sur tes actions, sur tes dividendes, tu vas payer 30% en France. C'est ça. Flat tax, 30%. Via ton compte titre, exactement. Alors que l'immobilier, on peut ne pas payer d'impôt finalement. Si on fait les choses bien pendant les premières années, ou très peu, mais... Très peu, si on parle de la taxe foncière, etc. Mais si, comme tu l'as dit, avec l'amortissement, les intérêts d'emprunt, les travaux que tu viens de déduire, et si surtout tu alimentes tes opérations régulièrement, une par an, 2 par an, tu alimentes ce déficit en fait au sein de tes sociétés ou en nom propre, même en LMNP, qui te permet en fait de ne pas payer d'impôts, d'effacer ton imposition. Et c'est pas pour autant que tu gagnes pas d'argent. On en parlera peut-être pas aujourd'hui parce que c'est peut-être un peu compliqué pour certains, mais... Oui, parce qu'après c'est vraiment rentrer dans le dur de la fiscalité de l'immobilier. Mais avantage, inconvénient, bourse IMO, je pense que là c'est l'IMO qui gagne, et que ma remontada paye 4 à 3, je passe devant. Voyons maintenant pour le 8e point, celui du temps qu'il faut y consacrer pour obtenir des résultats convenables. C'est-à-dire, sur votre quotidien, dans une semaine, dans un mois, combien de temps vous allez passer à vous occuper de vos investissements, de façon à ce qu'ils tiennent la route et qu'ils fonctionnent bien. Intéressant ça. En immobilier, vous allez passer du temps pour trouver le bien que vous allez acheter. Vous allez passer du temps à faire des visites, vous n'allez pas le trouver à la première visite, forcément. Vous allez passer du temps à monter un dossier bancaire si vous empruntez. Vous allez passer du temps à négocier. Vous allez passer du temps à remodeler l'appartement, le décorer, même s'il n'y a que de la déco à faire, il va falloir meubler votre appartement. Si vous le louez meublé, mais il va falloir penser à sa déco, à son aloi. Il va falloir trouver un locataire, faire des annonces pour le trouver. Il va falloir le gérer, ce locataire, parce que il y a le chauffe-eau qui casse, et puis il n'est pas content parce que l'internet n'est pas assez rapide, par exemple, ça m'est arrivé récemment. Il va s'en aller un jour, il faut en retrouver un autre. C'est pas un boulot monstrueux, là ce que je vous présente, on a l'impression qu'on va y passer tout son temps.
En réalité, à moins que vous ne gériez vous-même un gros parc immobilier, vous n'allez pas y passer tout votre temps. Et si c'est le cas, franchement, je vous le souhaite parce que vous aurez quand même une chouette Il y a qualité. pire dans la vie. Ouais. Il y a aussi la possibilité en immobilier de tout laisser en gestion, de prendre une boîte de gestion qui va gérer vos biens. Raphaël, ton immobilier en France, il est en gestion. Il est pas tout à 100%, mais il y a une grosse partie maintenant, et maintenant tout est en gestion. Enfin, dans le futur, tout sera en gestion. Mais c'est vrai que la gestion, c'est confortable dans le sens où ils sont autonomes. S'il y a un chauffe-eau qui pète, on leur a donné le contact à la base du plombier. Ils s'organisent. Mais c'est pas pour autant qu'on se fait pas déranger. C'est vrai que de temps en temps, des fois, on t'appelle quand même pour dire, pour donner l'accord, par exemple, pour valider. Donc là, je fais un peu le feignant, du coup, parce que c'est vrai que répondre à un email, oui, ok, non, pas ok. Il y a pire, encore une fois. Mais je pense qu'il n'y aura jamais aussi passif que la bourse. Bah, disons que le simple fait que il faut que tu visites un tas d'appart, que tu sors de chez toi, que tu te déplaces, que tu ailles les faire, ces visites, que tu ailles à la banque, il faut que tu te présentes à la banque, chez le notaire. On peut le faire à distance de nos jours, mais bon, c'est quand même un truc à faire. On n'a pas cette barrière en bourse, effectivement. Alors ça dépend comment tu le fais. Parce que c'est vrai qu'en bourse, il ne faut pas croire que c'est simplement je vais investir dans Coca-Cola et j'achète Coca-Cola. Le bon travail de l'investisseur, c'est quand même d'aller mettre son nez dans les bilans comptables, d'aller chercher tout ça, de regarder les chiffres, de comprendre ce que c'est tous les indicateurs et les ratios financiers. C'est quoi un PER, c'est quoi un bénéfice net par action, comment ça se calcule, pourquoi ci, pourquoi ça, l'évolution sur 5 à 10 ans. C'est quand même quelque chose qui demande du temps. Beaucoup de gens investissent un peu n'importe comment, hein, les Coca-Cola, Apple, Tesla, les valeurs à la mode, Amazon, moi j'achète, trop bien. Non, à la base, il faut quand même aller voir si tu gagnes de l'argent dans la boîte. Si on veut bien faire les choses. Mais en immobilier, c'est pareil. Celui qui veut bien faire les choses, il va se projeter sur quels sont, ne serait-ce que les projets de la ville dans ce quartier-là, à plus ou moins long terme. Quelles sont les perspectives de développement du quartier avant d'y investir. Mais pas grand monde ne fait ça en immobilier. Son étude de marché, généralement, elle est assez bâclée, on va dire. Comme en bourse, en fait. Ah ouais, c'est vrai. Ils se prennent beaucoup moins à la tête que ça. Clairement. Gérer ton investissement à la semaine, au mois, il est rare que ton courtier t'appelle et te dise regarde ton action, là, il y a quelque chose que... Non, non, rien du tout. Il se passe rien, hein. Non, il se passe rien. Et puis... Même... Si t'es pas trader, oui, là encore une fois, investisseur en bourse, voilà. On parle d'investissement vraiment pour le coup. Ouais. Et puis même en termes de, on parlait d'un chauffe-eau qui pète, ton locataire, voilà, il faut gérer ça. Avec les entreprises dans lesquelles tu investis en bourse, il n'y a pas le PDG de McDonald's qui va t'appeler et te dire putain, on n'a plus de sauce pour le Big Mac là, Raph, comment on fait T'as pas quelqu'un que tu connais Ça n'arrivera pas. L'entreprise est autonome, toi tu es un actionnaire, tu as des parts de l'entreprise, tu encaisses une partie des bénéfices sous forme de dividendes et jamais tu interviens. Alors tu as un droit de vote aux assemblées générales, mais tu resteras toujours un petit actionnaire, même si tu investis 100 000 € sur une seule entreprise. Tes droits de vote valeront rien par rapport à... Et si tu l'utilises pas, voilà. Tu perds pas de temps, il se passe rien. C'est ça. Alors que certaines réunions de copro, il y a quand même des décisions importantes qui sont prises, il vaut mieux que tu en sois informé. Mais quelle galère les copros, c'est vrai que pour ça les immeubles sont quand même beaucoup plus confortables dans le sens où déjà ça coûte beaucoup moins cher qu'une copro. Ça coûte une blinde les copros, on s'en rend pas compte, on a l'impression que c'est peut-être ok, mais le budget qu'on leur paye c'est beaucoup trop par rapport aux vraies dépenses d'un immeuble finalement, ce qui est normal, il y a des gens derrière qui gèrent. Donc ouais, mais même les assemblées générales, c'est quand même une galère. Tu vas quand même passer plus de temps, même si c'est pas énorme, à gérer ton patrimoine immobilier qu'à gérer ton patrimoine en bourse. C'est certain. Il remonte, égalité. J'ai gagné. Eh bien, nous y voilà. On finit sur un 4-4, une belle égalité. Personne n'a gagné. Personne n'a gagné, et je pense que jamais personne ne gagnera. Non, c'est vrai, et c'est une belle conclusion. Oui. À la base, c'est vrai que de par mon métier, de par mon passé, mon expérience, j'ai longtemps considéré que l'immobilier c'était mieux, mais pour la bonne et simple raison que la bourse ça me faisait peur. Aujourd'hui, et d'ailleurs en partie grâce au bouquin qu'a sorti Raphaël récemment, qui s'appelle La magie des dividendes, vous aurez en lien dans la description de cette vidéo un lien vers sa page et on mettra un lien vers ton bouquin. Ouais, avec plaisir, merci à toi. Et c'est vrai que moi, grâce à ce bouquin et d'autres, je me suis rendu compte de plus en plus qu'il faut les deux. Parce que ce sont les deux piliers de l'enrichissement, les deux piliers de la liberté financière. Si on veut être libre, et avec un maximum de sécurité, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout le monde le sait, tout le monde le répète, il faut diversifier. Et la base, la diversification, ça va être l'immobilier et la bourse. Si vous ne faites que l'un des deux, je pense que vous ratez quelque chose, vous obérez une chance. Et pourquoi choisir quand on peut avoir les deux au final? Pourquoi? Il n'y a pas besoin de choisir. C'est ça, autant prendre les deux. De toute façon, comme on disait, il n'y a pas 20 000 aujourd'hui solutions, 20 000 actifs quand on veut investir de l'argent qu'on a. Donc, tu l'as dit, il y a les bourses et l'immobilier. La bourse, plus largement, même l'equity, posséder des parts de quelque chose d'entreprise. Donc la bourse, c'est des parts d'entreprise cotées. Et les non cotées, c'est tout ce qui est start-up.
Après, il y a quoi? Crypto-monnaie, matières premières. C'est pour les gens déjà plus avancés. Voilà. Déjà quand on avance plus, mais si on n'a pas la bourse et l'immobilier, ça C'est sert ça. à rien d'aller là-dedans. Je pense que c'est les deux premiers sur lesquels il faut se concentrer aujourd'hui en 2021. Bourse, immobilier, crypto-monnaie aussi un petit peu quand même, c'est important. Crypto. Et ensuite, le reste, c'est accessoire, un petit peu de matières premières. Et puis, si on veut, le vin, les voitures de collection, l'art. Mais je pense que ça vient après. Ça, c'est du bonus. C'est quand on a déjà atteint des niveaux. Ou alors, Mais c'est je- passion. Comme Oui, le vin voilà, pour ou c'est certains. l'investissement Voilà, passion. Ouais. C'est ça. Mais en réalité, c'est vrai que mon truc c'est l'immobilier, mais j'investis en bourse. Raph, sa focale, c'est vrai que c'est plus la bourse, on en parle plus dans ce sens-là. Si les gens parlent de Raphaël Carteni, je pense qu'en général c'est pour la bourse, mais en réalité il investit aussi dans l'immobilier. Ouais, immobilier, start-up, crypto, partout. Pourquoi encore choisir quand on peut tout prendre? C'est un peu la. Tout à fait. L'idée. Vous n'avez pas besoin de choisir et vous n'avez pas besoin d'avoir ce débat avec vous-même. C'est ça, Allez sur les deux. clairement. Donc je pense, Raph, qu'on va pouvoir se quitter bon ami. Finalement, ça va, je suis rassuré. J'avais un petit peu peur de faire cette vidéo avec toi, je me suis dit, mince, on va finir sur un battle, on va finir en se tapant. Non, C'est comme ça, c'est souvent les belles rencontres. Hein. Au début on s'aime pas, puis après, on se rend compte que ça va. il est pas si mauvais. Il n'est pas si désagréable. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous êtes intéressé d'aller plus loin, d'avoir des connaissances plus spécifiques, parce que réellement vous êtes investisseur et vous voulez en savoir plus, bah à ce moment-là, rejoignez le mailing de Raphaël, vous allez le trouver dans le lien qui est dans la vidéo. Merci à toi. Rejoignez le mien aussi tant que vous y êtes. Bien sûr. Et puis pouce bleu, Yep, je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre visionnage. à très vite. Ciao. Ciao, ciao.